La rançon de la vertu. Écrit et narré par Tom Dervin. Chapitre 9. La voile rouge. Lorsque Guillaume, Olgierd et Elias arrivèrent devant l'embarcadère de la voile rouge, les hommes qui en surveillaient l'entrée les regardèrent d'un œil dubitatif. Les trois compagnons ne portaient ni chausse en peau de daim, ni pourpoint finement tissé, n'arboraient pas le moindre bijou et avaient, excepté Elias, l'air plutôt négligé. L'un des gros bras considéra Olgierd, qui, plus que les autres, était aussi débraillé que mal peigné. Le pêcheur se tourna vers ses compagnons. « Messieurs, si vous le voulez bien, je vais aller traiter avec ces hommes. Vous n'êtes pas du coin et disons que... » Elias s'arrêta sur Olgierd. « Disons que je crains que nous soyons mal reçus. Ils n'aiment pas trop les étrangers. » Navel observa le pêcheur. « Et vous croyez pouvoir mieux vous en sortir ?» demanda le capitaine. Elias fit une moue. « Peut-être, » confirma-t-il, mal à l'aise. « Je suis du coin, je sais comment marchander avec ce genre de brute. » Le lieutenant et son capitaine échangèrent un regard. « Allez-y, » approuva Olgierd. « Si ça tourne au vinaigre, on n'est pas loin. » Elias inspira profondément, puis souffla. Il avait l'air stressé et s'armait visiblement de courage. Navel lui mit une tape sur l'épaule, accompagnée d'un sourire rassurant. « Ça va aller, monsieur Choiseul. Comme l'a dit le lieutenant, on est juste derrière vous. » Elias hocha de la tête à plusieurs reprises, sans un mot, puis fit volte-face. Il se dirigea vers les deux gorilles postés à l'entrée du ponton. Alors qu'il approchait, le pêcheur scruta les sbires dans leur entièreté. C'étaient des malfrats typiques, comme la Tannelle savait en produire. Le premier était immense et dominait Elias d'une bonne tête. Le second, bien plus petit et trapu, exhibait une mine patibulaire. Les gaillards étaient robustes, ils avaient le crâne rasé et la peau tannée par le soleil. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda le plus grand lorsqu'Elias arriva face à eux. Le colosse regardait aux alentours, sans même prêter attention aux pêcheurs. « Bonsoir, messieurs », les salua Choiseul avec courtoisie. « Mes amis et moi aimerions monter à bord, je vous prie. »« Tire-toi », ordonna le second gardien. « C'est pas un établissement pour les gens comme vous, ici. » Il avait dans la voix cette fierté mal placée, ce ton hautain qu'on ne trouvait que chez les gens de peu à qui l'on avait offert quelques miettes de pouvoir. Elias les toisa l'un comme l'autre, passant successivement du plus grand au plus petit. « Mes amis et moi allons monter à bord », lâcha-t-il comme une prédiction. Les deux hommes, interloqués, lui offrirent alors toute leur attention. Le plus grand des deux fut déstabilisé lorsqu'il posa les yeux sur le pêcheur. Sa voix avait muté, un sourire ambivalent lui fendait le visage et ses yeux de jade pesaient sur eux avec une intensité étrange. Elias passa son index sous son nez avant de le pointer du doigt. « Donc toi, c'est les crabes. » Il se tourna vers le second. « Et toi, c'est le tonneau. »« Pardon ? Eh bien, oui. Vous travaillez ici, vous devez connaître votre employeur. Au moins de nom, même si je me doute que des petites frappes dans votre genre n'ont jamais dû lui adresser la parole. » Le petit trapu essaya de l'interrompre. « Écoute-moi bien, blondinet. Regardez, » continua Elias sans lui prêter la moindre attention. D'un balancement du menton, il leur désigna la coque du galion derrière eux. Le bois était recouvert de moules et de coquillages qui en avaient fait leur demeure. « Vous devez savoir que Madame d'Evelis n'a pas qu'un seul navire, non ?» Les deux gardiens se raidirent à l'évocation du nom de leur patronne. Elle a plusieurs bateaux qui viennent d'Aconie, de Malague, de Mazègre ou même de Chaille. Souvent, ils arrivent leur cale pleine de trésors et, pour certains, repartent à vide. Mais il arrive que l'un d'entre eux, de temps en temps, quitte la Tannelle avec un chargement plus particulier à son bord. « Et là, c'est à toi que je m'adresse, » dit Elias en regardant le plus petit des deux hommes. « Les types dans ton genre, qui froissent les amis de Madame d'Evelis, amis dont je me targue de faire partie, finissent dans un tonneau au fond de la cale. » L'intéressé eut un frisson. L'homme face à lui était imperturbable. Il faisait preuve d'un aplomb certain et parlait avec de grands gestes, si bien qu'il ne lui vint même pas à l'esprit de remettre en cause sa parole. « Sais-tu comment cela fonctionne ?» L'homme fit non de la tête. « On les fourre dans un tonneau, avec juste un espace suffisant pour qu'ils puissent y passer la tête, sans pour autant qu'ils aient la place de la rentrer à l'intérieur. Alors, durant tout le voyage, on les nourrit à l'entonnoir à l'aide de miel et de lait. Et un homme nourri uniquement de miel et de lait
a rapidement quelques soucis à contrôler ses besoins naturels. Au bout d'un certain temps, à l'intérieur du tonneau, on trouve plus de déjections que tout le reste. Ce n'est pas beau à voir, ça s'infecte, ça pue, et le pire, c'est qu'on en vient à se digérer soi-même. Les deux gorilles déglutirent de concert. Donc, comme je le disais, toi, c'est le tonneau. Mais toi, hein, dit-il en s'adressant cette fois au colosse, tu es bien trop grand pour ça. Non, toi, c'est les crabes. Madame Develis se débarrasse parfois plus rapidement d'un type dans ton genre qu'avec la méthode précédente. Tu es ficelé comme un rôti de porc, bâillonné, emmené sur une barque et jeté dans la baie. Une fois au fond de l'eau, il faut moins d'une marée avant qu'il ne reste plus de toi que des eaux blanchies qui seront vite emportées par le courant. Ta peau, ta chair, tes muscles, tous tes organes, ce seront l'affaire des tourteaux. Ces bestioles bouffent de tout, et c'est ça qui est étonnant avec elles. C'est presque comme les porcs. Et crois-moi quand je te dis que dans certains coins de la baie, tu peux être sûr que même les neufs auraient du mal à retrouver ta carcasse. Le gros bras sembla se tasser sur lui-même, comme s'il rapetissait à vue d'œil. « Tu sais comment je sais ça ?» questionna Elias. L'homme ne répondit pas, mais le pêcheur vit sa mâchoire inférieure trembloter discrètement. « Parce que c'est moi qui lesterai ton cadavre si mes amis et moi n'entrons pas. » Alors reprenons depuis le début. Choiseul plongea la main dans sa poche et en extirpa sa bourse avant de placer quelques pièces dans la main moite et inanimée de l'un des deux hommes. « Faites savoir à Anadela Develis que Elias Choiseul est ici, et que lorsqu'elle le souhaitera et qu'elle sera disponible, j'aimerais m'entretenir avec elle. » « Tout est limpide ?» L'un des malfrats opina du chef, et l'autre resta penaud. Elias se retourna vers ses compagnons et leur fit signe de venir. Lorsqu'ils arrivèrent à leur niveau, le pêcheur remercia les deux gardes. « Merci beaucoup, messieurs, pour votre compréhension. » Sa voix était redevenue plus douce, plus affable. Alors qu'il grimpait les marches de la passerelle, Navel interpella Elias. « Vous vous en êtes bien sorti, finalement ?»« Une bourse déliée ouvre toutes les portes, » répondit le pêcheur avec un sourire gêné. « Nous allons patienter, mais Anadela devrait nous recevoir sous peu. » Olgierd se tut. Cependant, au passage devant les deux hommes, il remarqua sans peine la surprise et l'angoisse gravées dans leurs regards. Vazrak avait toujours été observateur, et ce genre de détails ne lui échappait que rarement. Il garda tout de même la chose pour lui, au moins pour l'instant, et la rangea dans un coin de sa tête. Enfin, les trois hommes arrivèrent sur le pont de la Voile Rouge. En arrivant à bord, ils s'arrêtèrent un instant pour contempler le spectacle sous leurs yeux. Une cinquantaine de tables, au bas mot, étaient clouées le long du galion. Autour d'elles festoyait une foule de clients qui se mouvaient entre les tablés comme l'eau à travers les rochers. L'assemblée était en liesse. Une multitude de jeux de table attirait à eux nombre de parieurs et de curieux. Des gens dansaient comme des diables au milieu de la foule, et des buffets garnis de 1001 mets se succédaient le long du bastingage. Au-dessus de leur tête, les circassiens jonglaient entre les cordages, se balançaient d'un lien à l'autre et virevoltaient dans les airs avec une habileté folle. La myriade de lumières multicolores donnait au lieu un aspect irréel, tout droit sorti d'un rêve où chaque couleur se mélangeait les unes aux autres. L'alcool coulait à flot lui aussi, des caisses de vin et des tonneaux entiers se déversaient comme les sources d'une fontaine intarissable d'ivresse. Sur la dunette, une douzaine de musiciens chantaient et jouaient d'instruments inconnus des trois arrivants. Ils attisaient les danseurs qui battaient le bois du navire en contrebas. Elias et ses compagnons observèrent les clients. Ils étaient loin du genre auquel les nouveaux venus s'attendaient. Vêtus de vêtements sombres, de foulards, de vestes de seconde main, ils ressemblaient davantage à des brigands qu'à des hôtes de marque. Vazrak, Navel et Choiseul trouvèrent difficilement une table à laquelle s'installer. Une fois assis, une serveuse vint prendre leur commande. C'était une femme d'une vingtaine d'années qui exhibait ses seins nus à la vue de tous. Des couches de tissu fin, presque transparents et pareils à des pétales de fleurs superposés les uns sur les autres, recouvraient ses jambes. D'abord surpris par la tenue de la serveuse, Olgierd remarqua les 4 points noirs tatoués sur son front. À peine sut-elle éloigner qu'il interpella ses camarades. « Mais c'est une esclave !» s'indigna-t-il en se penchant vers Navel. Le capitaine approuva. « Officiellement, Anadela est ambassadrice aconienne.
Ça l'autorise à appliquer les lois de son pays natal à l'intérieur de ses propriétés, dont l'esclavage. Donc techniquement, nous ne sommes même plus en territoire tanélois. Exactement. Navel regarda les bicoques de bois à un jet de pierre du navire. Là-bas, on est chez nous. Ici, nous sommes sous les lois d'un pays lointain. Olgerd, exaspéré, jura. Putain. On devrait renvoyer à la mer tous ces sauvages. Toute la richesse de la ville repose sur ces sauvages. Elias observait ses compagnons d'un œil amusé. Sa question éthique le laissait souvent indifférent. Et parfois, comme ici, elle l'amusait. Au-delà de la privation de liberté inhérente à sa condition, la serveuse de la Voile Rouge possédait bien plus que la plupart des habitants des quais d'Ansan. Hiver comme été, la jeune femme dormait au sec, le ventre plein, et sa sécurité assurée par sa propriétaire. Le pêcheur aurait mis sa main à couper que, parmi tous les miséreux qui vivaient à la tannelle, nombre d'entre eux se seraient eux-mêmes offerts à Anadela pour obtenir une vie similaire à celle de ses esclaves. La liberté, valeur suprême portée en étendard par les hautes instances de la cité depuis son indépendance, avait apporté avec elle l'injustice profonde qui gangrénait la grande dame. Elias, comme à son habitude, n'encensait ni ne critiquait cet état de fait. Il le constatait, voilà tout. Leur chope servie, Choiseul et Navel burent leur bière tout en observant la fête qui se déroulait autour d'eux. Mais Olgerd, quant à lui, conservait sa réserve, gardant discrètement un œil sur Elias. Au bout d'un moment, le lieutenant se décida à briser la glace. « Monsieur Choiseul, commença-t-il. Quelque chose me chiffonne. » Le pêcheur posa sa chope sur la table. « Quoi donc, lieutenant ? Vous ne nous dites pas tout. Je veux bien croire que vous ayez graissé la patte à ces deux gars à l'entrée, mais nous ne pourrions pas obtenir un entretien avec une femme comme cette Anadela avec un peu d'or. Enfin, regardez autour de vous. Je ne vais pas croire qu'une femme avec autant de pouvoir et de richesse prendrait un instant pour venir en aide à trois inconnus. » Elias eut tout à coup l'air confus. « Ce qui ne me révèle qu'une chose, monsieur. Vous connaissez cette Anadela. Comment ? Là est toute la question. » Le pêcheur garda sa mine coupable. Sans même le voir, il sentait le regard de Navel peser sur lui. Les deux gardes étaient bien des hommes de loi. Ils avaient cet esprit de corps, cette attitude commune qui donnait l'impression qu'un étau se refermait sur l'objet de leur intérêt. Elias contint un frisson de satisfaction qui lui courait le long du dos. Si son visage affichait le regard contrit d'un enfant pris sur le fait, le pêcheur exultait de l'intérieur. Les deux hommes qui l'entouraient étaient plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé, Olgerd en tête. « Je comptais vous en parler avant que nous soyons reçus, » débuta Elias. Il se passa les doigts dans ses cheveux et attrapa sa chope d'une main tremblante, puis jeta un coup d'œil à chacun de ses compagnons avant de baisser la tête, les yeux plongés dans sa bière. « À vrai dire, j'ai toujours peur de vous dévoiler la vérité. »« Parlez, monsieur Choiseul. Nous n'avons aucune autorité ici. Vous le savez, » lui expliqua Navel d'un ton accommodant. Olgerd insista du regard. De lourdes secondes s'écoulèrent avant qu'Elias ne se livre. « Il m'arrive assez souvent de travailler pour Madame d'Evelis. » Les deux gardes se penchèrent un peu plus sur la table, suspendus aux lèvres du pêcheur. « Je connais bien la baie. Avec les années, j'ai appris à dompter les courants, à apprivoiser la marée. Lorsqu'Anadela a besoin de quelqu'un pour échapper à la vigilance de la garde maritime, elle fait appel à moi. » Guillaume se renfonça dans sa chaise et leva les yeux au ciel tout en reprenant une gorgée de bière. « Vous savez, nous avons déjà assez de soucis dans le berceau pour ne pas avoir à nous attaquer à des contrebandiers à la petite semaine, monsieur Choiseul. » Navel s'appuya sur son épaule avant de quitter sa chaise. « Nous-mêmes, il nous arrive de traiter avec des criminels lorsque le jeu en vaut la chandelle. Mais plus de cachotterie, voulez-vous » Elias acquiesça, le visage marqué par la culpabilité. « Bien, » conclut le capitaine. « Je vous laisse un instant, messieurs. Faut que j'aille faire souffler le dragon. » Navel quitta la table et disparut dans la foule. Le pêcheur le regarda s'éloigner, puis constata le regard d'Olgerd, toujours fixé sur lui. Le lieutenant le scrutait avec intérêt. Il l'étudiait avec impudence, sans la moindre retenue. « Vous êtes un homme secret, » fit-il remarquer. « Disons que j'essaye de mener ma barque de mon côté sans attirer l'attention. » Olgerd se mit à caresser sa barbe et son menton, l'air pensif. Il sembla vouloir l'interroger à nouveau, puis se ravisa.
Profitant de ces quelques secondes de répit, Elias le questionna à son tour. « Vous travaillez depuis longtemps ensemble, le capitaine et vous ?»« Depuis toujours », répondit Olgierd qui conservait son expression énigmatique. « Il m'a lui-même recruté et proposé le poste qui est le mien. »« Et vous travaillez sur quoi exactement ?»« Les tueurs, majoritairement », lança le lieutenant en jaugeant la réaction de Choiseul. Malgré ses excellentes facultés d'observation, il ne décela aucun signe suspect chez le pêcheur. Elias, de son côté, sentait son cœur battre la chamade. Le meurtrier réprimait l'excitation qui lui électrisait chaque parcelle de son corps et se délectait en catimini des prunelles suspicieuses du lieutenant à l'intérieur desquelles la méfiance et le soupçon mouraient petit à petit. « Et qu'est-ce qui vous a amené à ça ?» Olgierd reprit son verre et son attention se reporta sur la foule qui les entourait. « Tout a débuté par un chantage », révéla-t-il avec un sourire. « Quand j'avais 13 ans, j'ai cambriolé un bourgeois près des Halles. Navel m'a chopé et après m'avoir fait passer quelques jours derrière les barreaux, m'a proposé du boulot en échange de ma liberté. C'était ça ou le pilori. Le choix a été vite fait. » « C'est un peu cruel, non ?» Le lieutenant balança la tête de droite à gauche. « Oui et non. On ne fait pas avancer un âne avec une remontrance moralisatrice. Il m'a fallu du bâton pour obéir jusqu'à ce que j'arrive à l'âge où j'ai pu entendre raison par les mots. Pour tout dire, je lui en suis reconnaissant. Sans lui, je n'aurais été qu'un gamin des rues parmi d'autres. »« Je comprends. Donc vous n'avez ni famille ni épouse ?» demanda Elias. Vazrak lui renvoya son regard curieux. « Pardon, ça ne me regarde pas. »« Non, ne vous en faites pas. Disons que c'est plus facile de faire ce que j'ai à faire sans famille. » Le pêcheur opina du chef. « On doit craindre pour ses proches lorsqu'on travaille à arrêter des monstres comme ceux que vous traquez. » C'est ce que croient beaucoup de gens, mais en vérité c'est faux. C'est une excuse. Elias leva un sourcil, intrigué. Ceux qui sont confrontés à la pègre, par exemple, vous diront qu'ils ne franchiront pas certaines limites par peur de voir leur famille être mise en danger. Mais en fait, lorsqu'on a des gens à qui on tient, c'est cet attachement qui vous empêche d'agir, plus que d'éventuelles représailles. Quand on a des gosses qui nous attendent à la maison, prendre des risques est beaucoup plus difficile. Donc il vaut mieux être seul. Pas pour éviter à sa potentielle famille un danger, mais juste pour avoir le cran de faire son boulot jusqu'au bout. La nuance est assez subtile, mais elle a toute son importance. Je vois que vous avez eu le temps de réfléchir à la question, en tout cas. Navel réapparut soudainement, émergeant de la foule de fêtards. À ses côtés, une femme à la peau noire de jet l'accompagnait. Habillée d'une robe rouge sang, l'emblème de la voile rouge brodée sur sa poitrine, l'étrangère parcourut la table avant de s'adresser aux deux hommes encore assis là. « Messieurs, Madame Develis va vous recevoir. » Sans un mot de plus, elle guida le groupe à travers la foule et descendit par un escalier gardé par quelques malfrats pour pénétrer à l'intérieur du galion. Sous le pont, une salle, plus luxueuse cette fois, les attendait. Ici et là, des divans, des tapisseries et des coussins brodés d'or jonchaient le sol. Une fumée enivrante planait dans l'air, naissant de disques d'encens disposés à travers la pièce. Des hommes et des femmes, affublés de masques d'animaux, étaient affalés sur le parterre bourgeois et s'adonnaient au plaisir du vin, des drogues et de la chair. Les trois hommes évoluèrent à travers l'orgie qui se déroulait sous leurs yeux, où une multitude de corps nus s'entrelaçaient et se mêlaient les uns aux autres sans pudeur. De riches Tanellois, de toute taille et de toute corpulence, se livraient avec passion les uns aux autres, leurs fantasmes assouvis aux yeux de tous par les esclaves du galion. Navel et Vazrak avançaient d'un pas incertain, totalement déboussolés par le tableau chimérique dans lequel ils venaient d'être transportés. Elias, lui, adopta la même attitude que ses deux camarades. Cependant, la vue de ces corps exemptés de tout artifice n'éveillait rien chez lui. Mais une fois encore, c'était l'expression sur le visage du capitaine et de son lieutenant qui lui apportait toute la satisfaction qu'il recherchait. Au fond de la pièce, une femme totalement nue, seulement décorée de bijoux hors de prix, les attendait confortablement installés sur son divan. Autour d'elle, une poignée d'Adonis, marqués par 4 points sur leur front, se levait sur les tapis, lui servait à boire, la massait. La femme en robe rouge, qui leur servait de guide, s'arrêta à quelques mètres de la dame toujours allongée au milieu de ses éphèbes. D'une voix claire et forte, elle annonça : « Maîtresse, vos visiteurs. »